pouvoir du prisme lunaire, transforme-moi! Bienvenue dans ce Sujet Libre, la première vidéo écrite de la chaîne dédiée à une série, et j'ai décidé de la faire sur ma première série, Sailor Moon. Alors oui, je sais, je suis un mec de 38 ans qui parle d'une série pour petites filles, mais vous savez quoi, je suis gay, j'ai le droit, chez nous Sailor Moon, c'est la Bible. Vous me croyez pas? C'est une nana morte il y a 2000 ans, réincarnée par sa génitrice pour revenir sur Terre, qui affronte ce qu'on pourrait qualifier de diable avec un message d'amour sans limite, y compris envers ses ennemis. La meuf manipule littéralement le Saint Graal, on fait pas plus christique. Et avec autant de roses, on fait difficilement plus gay. J'étais un méga fan de Sailor Moon étant petit. J'avais les poupées, j'avais les broches, j'avais les stylos de transformation qui faisaient aussi vernis à ongles, j'avais les sceptres d'attaque, j'avais la collection entière de mangas. La série embrassait totalement mon côté gay naissant, mais aussi mes autres passions comme on le verra plus loin. Vous voulez savoir à quel point cette série fait partie de moi ? Quand j'apprenais à écrire, je m'entraînais en écrivant des textes où je parlais de mes passions, comme si je m'adressais à une foule, donc ce que je fais aujourd'hui en fait, et je me souviens encore d'écrire sur la série en démarrant par « Vous ai-je déjà parlé de Sailor Moon ?» Alors, vous ai-je déjà parlé de Sailor Moon ? La série suit son héroïne de 14 ans, Usagi Tsukino, ce qui se traduit par le lapin de la lune, basé sur un mythe japonais qui dit qu'un lapin vit sur la lune car les zones grises de celle-ci auraient une forme de lapin. Elle apprend, donc, être la réincarnation de la princesse de la Lune, et dans la première saison doit affronter avec l'aide de ses amis, Rei, Makoto et Minako, ou c'est leur Mercure, Mars, Jupiter et Vénus, l'ennemi responsable de sa mort et de la destruction de son royaume, la reine Beryl, sous les ordres d'une entité maléfique nommée Metalia, qui cherche à mettre la main sur le pouvoir ultime, le cristal d'argent, que possède la dynastie de la Lune. J'ai envie de faire cette vidéo après avoir vu le film K-Pop Demon Hunters, qui est largement inspiré par le show. Il présente des héroïnes qui se transforment pour combattre le mal, représentées par une sorte de flamme, et qui a devant lui une assemblée de démons qui essayent de collecter l'énergie des êtres vivants pour assurer son retour, notamment en exploitant tout ce qui apporte du plaisir ou capte l'attention des jeunes gens, et notamment des jeunes filles. Le film m'a donné envie de me replonger dans la série récemment, et j'étais surpris de voir que, même pour un adulte, elle tenait encore bien la route, mais les inspirations de K-pop n'en sont devenues que plus évidentes. Face à tous ces points communs, je me suis dit que ce serait pertinent de revenir avec vous sur la série la plus iconique du genre Magical Girl, souvent copiée donc, mais rarement égalée. Comme dans K-pop, Sailor Moon affronte des ennemis généralement en quête de voler quelque chose aux gens, souvent leur énergie, mais aussi dans d'autres saisons leur cœur pur, leurs rêves ou bien leurs âmes, par le biais de méfaits entourant, comme on vient de le voir, ce que les jeunes gens, le public de Sailor Moon, apprécient. Cela inclut des chansons dans K-pop et certains épisodes de Sailor Moon, ça va des bijoux au fait de se maintenir en forme, d'étudier, de jouer au Laser Quest ou même de faire des bracelets brésiliens. Vous savez, ces trucs tressés avec des fils de mauvaise qualité parce que ton souhait se réalise quand il se casse. Ou comment un génie a réussi à refourguer un stock de fils de mauvaise qualité à prix d'or. Et à chaque fois, Sailor Moon vient punir les forces du mal d'avoir essayé d'exploiter les passions des jeunes gens, ce qui rend encore plus honteux les moments où la série a pris son audience pour des débiles. En effet, je vais revenir ici sur le moment où la série a failli à sa mission, et ce moment, c'est la saison 2. Mais pour voir à quel point elle a failli, il faut déjà voir en quoi la série était réussie. On va donc passer un petit peu en revue tout ça avant d'entrer dans le vif du sujet. L'une des clés du succès de Sailor Moon, c'est son groupe de personnages attachants. Des personnages que j'ai connus très différemment à l'époque, car dans les années 90, on adorait changer les noms japonais en noms français dans beaucoup d'animés. Usagi est encore celle qui en a le moins souffert, puisqu'en français elle s'est retrouvée affublée d'une traduction de son nom en anglais, Bunny. Prononcé bien à la française, donc Bunny. Bunny Rivière, ce que je comprends pas trop, quel est le rapport entre une rivière et la lune? Mais bon, faire sens des traductions de l'époque ne revient qu'à inviter la folie. Au lieu d'avoir une héroïne trop sérieuse et parfaite, Usagi marque en étant pleine de défauts. Elle est fainéante, étant l'un des exemples les plus connus du cliché de l'étudiante qui se lève en retard pour arriver à l'école,
Elle a des résultats désastreux, notamment en anglais avec lequel beaucoup de japonais bataillaient à l'époque, elle est gloutonne, sa coiffure évoquant d'ailleurs des petits pains japonais, et pourtant également nulle en cuisine, pleurnicharde et trouillarde, et facilement distraite, en particulier par les jeux vidéo ou les célébrités. Autant de points qui la rendent attachante pour la plupart des jeunes de l'époque, en particulier jeunes filles, qui se retrouvent dans tout ou partie de ses aspects. Mais tous ces presque défauts sont contrebalancés par sa plus grande qualité, son amour sans borne. Certes, elle plaît parce que c'est un exemple de femme forte. Les filles ne se laissent pas faire. En tout cas, elle le deviendra. Mais elle plaît aussi parce qu'elle croit en l'amour. Et pas seulement l'amour romantique, elle aura de la compassion pour ses ennemis et décidera même d'en sauver certains. Mais surtout, l'amour amical. Usagi se fait des amis extrêmement facilement car elle accepte tout le monde, peu importe leurs différences. C'est ainsi qu'elle crée son groupe d'amis. Ami, ou Molly en VF, l'idéal de l'étudiant japonais, extrêmement doué dans toutes les matières, première non seulement de la classe mais aussi de l'établissement et quasi de la région, passant son temps à étudier ou le nez dans un livre, de laquelle Usagi peut apprendre, tout bêtement, tandis qu'elle apporte à Ami les amitiés qu'elle n'aurait jamais pensé à chercher par elle-même, absorbées par ses études. Rei, ou Raya en VF, est une prêtresse dans un temple shintoïste qui possède des pouvoirs mystiques tels qu'un don de divination ou la capacité de figer des démons. Beaucoup plus sérieuse, elle va dans une école privée et catholique d'ailleurs, et ayant quasi un job, elle n'en reste pas moins une jeune fille au tempérament ardent rejoignant Usagi dans ses passions pour les mangas, les idoles ou pour certains garçons. Elle s'engueule tout le temps, mais c'est souvent par ses remontrances que Usagi apprend à devenir plus responsable. Makoto, appelée Marcy ou Morane en VF, Est-ce que tu aimes, est-ce que tu joues? est littéralement une femme forte. Quand on la découvre, elle vient de se faire exclure de son ancienne école pour s'être trop battue, et tout le monde dit tout le temps qu'elle a quasi la force d'un homme, voire plus. Pour autant, elle a plusieurs attributs féminins tels qu'une passion pour les plantes, elle porte d'ailleurs des boucles d'oreilles en forme de rose, et pour la cuisine, ce qui bien entendu fera la joie d'Usagi, qui en apprendra également la combativité et la force. Minako, ou Mathilda en VF, sera la dernière à rejoindre l'équipe et sur bien des points un quasi-double de Usagi, fascinée par les idoles et les garçons et pas ultra douée en cours, se distinguant par une grande maladresse et de grandes aptitudes sportives. Elle est souvent un peu oubliée des histoires à cause de ce côté répétitif, Makoto étant souvent liée au sport à cause de sa force, Rei aux idoles et Usagi à la maladresse. Il faut quasi que toutes les autres soient malades pour qu'elle ait un épisode dédié à elle, c'est dire. À tout cela s'ajoutent deux camarades de classe d'Usagi, Umino et Naru, ou Mark et Nanu en VF, un gros geek comme ses lunettes l'indiquent, et une jeune fille sans réel signe distinctif qui deviendront progressivement très secondaires. Le chat d'Usagi, une chatte dotée de la parole nommée Luna et qui révèle leur pouvoir à chacune, qui a souvent des remarques très acerbes et caustiques, ainsi que le chat de Minako, Artemis, qui est un peu le souffre-douleur du groupe, régulièrement moqué, et enfin celui qui occupera l'esprit et le cœur de notre héroïne, un étudiant plus âgé de 17 ans nommé Mamoru, qui veut dire protecteur, qui commence par se moquer d'elle mais qui finira par s'en rapprocher et qui, comme nos héroïnes, se transforme pour les aider au combat, généralement en lançant une unique rose parce que les filles doivent se débrouiller par elles-mêmes, en un chevalier nommé... Alors c'est compliqué les traductions avec lui, en japonais il se nomme Tuxedo Kamen, littéralement le smoking masqué. Ce qu'on a traduit en VF en l'homme masqué. Ce qui n'est pas très classe, mais l'est toujours plus que la traduction de son prénom, Bourdu. Le truc le plus vieille France du monde. Personne ne porte ce prénom, à part en Auvergne-Rhône-Alpes, pour je ne sais quelle raison. Mais l'équipe de traduction française, elle s'est dit non, Bourdu. C'est bien comme nom pour l'intrigue romantique d'une série pour petites filles. Bref, ça c'était le casting, en tout cas au début. Mais pourquoi ça a marché? Ça repose principalement sur 4 choses. L'amitié ou l'amour, l'humour et l'action. Les deux premières sont assez classiques. Une série pour filles de cette époque se concentrait forcément sur l'amour. Et criez pas au sexisme, c'est une femme féministe qui l'a écrit. Et bien sûr qu'une série japonaise, pour ados, garçons ou filles, se concentrait sur l'amitié. Surprenant, hein? Un des pays où les gens se sentent le plus seuls au monde et qui a inventé les hikikomori est fasciné par l'amitié. Mais étonnamment, contrairement à beaucoup de séries sur ce sujet, et surtout pour une série pour petites filles, la série n'est pas niaise à ce sujet. Les héroïnes ne passent pas leur temps à se dire « Oh là là, que nous sommes de bonnes amies, tu es mon ami, bien sûr que je vais faire ça pour toi, etc. etc. »
on montre juste que c'est un bon groupe d'amis. Elles sont là les unes pour les autres, mais elles se chamaillent aussi. Elles vont en vacances ensemble, mais elles aiment aussi être seules parfois. Elles font vrai, et c'est tout à l'honneur de la série qui développe leur personnalité et leurs relations, qui sont plus superficielles dans le manga. De même, si Usagi va souvent rêver de romance, les siennes, et celles de ses amis, sont quasi toujours traitées sous l'angle de la comédie, sauf quand elles deviennent importantes à l'histoire, ce qui d'ailleurs fait d'autant plus ressentir le côté romantique de ces passages. Pas toujours, Ami par exemple va être confronté à un amour interdit ou impossible entre guillemets, trop préoccupé par ses études, mais là aussi ça évite l'aspect niais. Makoto à l'inverse est la pure expression de ce traitement comique, voyant toujours l'ex qui lui a brisé le cœur dans tous les gars qui lui plaisent, mais parfois c'est pour leur voix, parfois pour leur coiffure ou même pour leur nez. Et c'est une expression du troisième point fort de la série, elle est super drôle. C'est en bonne partie pour ça qu'on s'attache aux personnages et qu'on peut développer leur personnalité. Leurs réactions sont souvent hilarantes, comme quand Mamoru entend Luna parler et que Usagi et elle font comme s'il était fou. Mais leurs relations entre elles sont aussi tordantes, comme quand elles se font des crasses. La série exploite bien sûr les codes de l'animation et du manga japonais, déformant régulièrement les personnages pour montrer leurs émotions de façon désopilante. Enfin, l'aspect action est le dernier point fort de la série. Alors bien sûr, vous attendez pas à des combats épiques à la Naruto ou Dragon Ball, mais la série propose attaques impressionnantes, pyrotechnie et surtout un bestiaire de monstres de la semaine particulièrement créatif, y compris dans l'humour comme abordé précédemment. Mais son succès repose aussi en bonne partie sur son écriture. Sailor Moon était beaucoup décrié à sa sortie pour son aspect assez formaté, exploitant un peu la même formule à chaque épisode. L'une des héroïnes entend parler d'un endroit, d'un concept ou rencontre quelqu'un, les méchants sont intéressés par la même chose et envoient un démon en créer une version pervertie, le démon est découvert par un individu que les héroïnes connaissent ou par les héroïnes elles-mêmes, elles se transforment et les 4 autres font diversion quelques secondes avec leur pouvoir le temps qu'Usagi se décide à utiliser son attaque ultime et détruisent ou purifient le monstre selon la méthode employée par les méchants. Les héroïnes échangent avec la victime et l'épisode se termine avec tout le monde content. C'est peut-être répétitif, mais c'est une formule très efficace et déclinable à l'infini, permettant de traiter des tonnes de sujets, bien que son artificialité se ressente. Par exemple, si j'adore cet épisode totalement méta où Sailor Mercure trouve un dossier de celluloïd oublié par une dessinatrice d'animé sur le personnage fictif de Sailor V, une histoire très cool qui aborde une relation d'amitié mélangée de compétition franchement prenante, il y a des fois où tu te dis... Oh bah ça tombe bien alors. C'est genre, bah oui les amis, vous ignoriez que j'étais ami avec le jardinier du parc, moi qui n'ai aucun ami en dehors de vous? Ou alors, oh bah zut alors, juste quand on participait à ce concours, les méchants ont décidé de s'y intéresser aussi. Mais c'est aussi une simple question d'habitude. En dehors de sa formule, les clés du succès de Sailor Moon reposent en bonne partie sur son univers. En particulier, Naoko Takeuchi, la créatrice du manga, a eu l'idée de génie pour créer une série Girl Power, de mélanger le genre japonais le plus féminin, la Magical Girl, qui se transforme avec des broches ou des sceptres, d'abord pour gérer les histoires de la vie quotidienne, puis pour affronter le mal avec Cutie Honey, plutôt pensé pour les garçons d'ailleurs, avec la série japonaise pour mecs par définition, les Super Sentai, ces groupes de super-héros aux tenues colorées qui, dans le reste du monde, sont connus grâce à des séries comme Bioman ou les Power Rangers. Une autre série dont le petit Durandal était fan, et sans voir les points communs à l'époque, les costumes ou les Monsters of the Week, il est peu surprenant que les deux m'aient autant parlé vu mes goûts. Si vous saviez combien d'histoires j'ai créées avec des crossovers entre mes poupées Sailor Moon et mes figurines Power Rangers. Bref, cette notion de groupe de héros colorés était une vraie nouveauté dans le genre à l'époque. En effet, à l'exception de quelques crossovers entre plusieurs Magical Girls, elles étaient quasi toujours seules jusqu'à Sailor Moon. Pour être proche de son audience, Takeuchi a décidé, pour leur tenue colorée à la Sentai, de se baser sur l'uniforme traditionnel du Japon, le Sailor Fuku, retaillé pour être sexy et accessoirisé pour vendre des jouets, et qui a, donc, donné son nom à la série. Les tenues ainsi que les pouvoirs évolueront au fil des saisons, apportant du frais assez régulièrement. 4 des passions de Takeuchi ont servi à donner à la série sa personnalité, et par un heureux hasard, c'était des passions que je partageais. Les deux premières sont liées, et c'est bien sûr l'astronomie, chaque guerrière représentant une planète du système solaire, et la mythologie gréco-romaine, qui est utilisée pour nommer les différents astres de notre système solaire. Et j'adorais les deux à l'époque.
Je suis toujours fasciné par l'espace, mais à l'époque j'aurais pu vous ressortir toutes les caractéristiques de chaque planète, de leur diamètre à la température au soleil ou à l'ombre, alors des guerrières qui les incarnent, évidemment que ça m'a parlé. Et c'était la même chose pour la mythologie et la culture gréco-romaine ou égyptienne d'ailleurs, que je connaissais par cœur, mais j'ai quasi tout perdu aujourd'hui. Cet aspect mythologique antique explique le design du royaume de cristal par exemple, le Silver Millennium, le royaume dont elle était la princesse sur la Lune, ou la présence de monstres mythologiques comme le Minotaure, ou des figures mythologiques comme Castor et Pollux. Ajoutez à ça une touche d'astrologie avec les symboles utilisés pour désigner les planètes dans les prédictions, ou l'association des éléments avec chaque planète, mais surtout les caractères des personnages. La Lune symbolise l'instinct, l'imagination, la spontanéité, le rêve. Mercure, le raisonnement, Vénus, l'amour et la beauté, Mars, l'agressivité, le désir, Jupiter, la force d'affirmation, la confiance, et il en ira de même pour les autres sailors. Bon, ça j'avoue, j'étais et j'en suis toujours pas fan, mais bon, pour un truc magique, ça passe. Enfin, la quatrième passion de Takeuchi vient de sa ville natale, Kofu, réputée pour la taille de pierres précieuses, la profession de ses parents, et un autre truc qui me fascinait à l'époque, j'avais même acheté un magazine qui offrait des échantillons de pierres précieuses tellement j'aimais ça, l'amenant à donner des noms de minéraux à tous les ennemis de la série, ou presque. L'occasion d'en parler puisque c'est l'un des ajouts de la série au genre de la Magical Girl, qui ne contenait pas de méchant principal envoyant ses mignons les uns après les autres, à part peut-être, encore une fois, Cutie Honey, mais avec une organisation criminelle, bien que plusieurs aient commencé la mode du Monster of the Week. Cela a permis de structurer chaque saison autour d'un groupe d'ennemis particulier, chaque méchant ayant un disciple principal et une cour de vassaux, chacun ayant sa sélection de mignons à envoyer ou son moyen de créer des monstres. Dans la première saison, cela donne pour grande méchante Metalia, donc les minéraux métalliques, avec comme disciple Beryl et comme vassaux 4 chevaliers, Jadeite, qui identifie ce qui est à la mode et l'exploite, Nephrite, qui utilise la divination et un cristal noir pour chercher qui peut posséder le cristal d'argent et infuse des monstres dans des objets, Zoisite, qui transforme les hôtes des fragments du cristal d'argent en monstres lorsqu'il en extrait les 10 fragments, et Kunzit, qui lui enverra des monstres posséder des gens. Cela permet de continuellement renouveler les thèmes et les techniques des ennemis, permettant de maintenir l'intérêt au cours des quarantaines d'épisodes qui composent chaque saison. Chaque vassal est là pour une dizaine de missions, et donc, toutes les 10 semaines quasiment, on change régulièrement la formule. Mais honnêtement, le changement n'était pas essentiel à Sailor Moon. À l'époque, le but d'une série n'était pas d'être événementielle, comme aujourd'hui depuis l'arrivée de Netflix, mais quotidienne. La répétition venait avec cette idée de reproduire notre vie de tous les jours qui, il faut l'admettre, est souvent répétitive. Cela n'est jamais aussi bien illustré qu'avec la musique. Outre le fait que la série ait gardé la même musique de générique pendant 4 saisons sur 5, et bien sûr un générique sur mesure pour le Club Dorothée chanté par Bernard Minet, les musiques des épisodes ne proposaient que très rarement de nouveaux thèmes, généralement pour accompagner l'arrivée de nouveaux ennemis. Quelques thèmes pour marquer le quotidien se sont rajoutés au fur et à mesure, mais la série a fait quasi 5 ans avec les mêmes thèmes. Et en vrai, t'étais super content de les retrouver, ils étaient assez bons pour ne pas lasser, mais surtout, ils développaient un attachement et un sentiment de familiarité. Quasi toutes les semaines, j'attendais impatiemment l'arrivée de ce thème de la menace par exemple. Oh Nanda Qui n'est pas le seul, il y en a 3 ou 4. Mais quand c'était celui-ci, j'étais toujours content à faire du headbang devant la télé. Et ça te permettait aussi de savoir à quoi t'attendre. Rien qu'aux premières notes de ce thème, tu savais qu'un événement tragique allait se produire. Comme dans cette partie de l'histoire, étonnamment forte, où Naru, l'amie d'école de Usagi, essaye de défendre Nephrite, dont elle est tombée amoureuse quand il essayait de la manipuler, pensant qu'elle avait le cristal d'argent, mais que l'amour de la jeune fille va faire douter de sa mission. Mais la série n'est pas basée que sur la répétition, qui vient naturellement avec le fait de devoir remplir un peu l'intrigue de base établie dans les mangas de Naoko Takeuchi. Rendue un peu plus comique pour l'attachement au personnage et son jeune public, elle n'en contient pas moins une histoire plus sérieuse, d'autant plus sérieuse qu'elle contraste avec le comique du reste. Sailor Moon affronte des menaces au potentiel apocalyptique, et plusieurs scènes plus tragiques auront lieu au fil de l'histoire,
comme lors du climax de la saison 1, où toutes ses amies meurent les unes après les autres. Vous en faites pas, elles reviennent ensuite. Je veux dire, techniquement, elles sont déjà réincarnées, donc... C'est ainsi, avec son mélange d'action mascu et de romance girly, les diverses influences propres à Takeuchi, ses héroïnes au caractère établi et aux tenues colorées, ses hiérarchies de méchants et son mélange d'épisodique avec le Monster of the Week et de sériel avec l'histoire du manga de base, que la série est parvenue à rester agréable et pertinente pendant 5 années, de 1992 à 1997, et a laissé une trace indélébile dans la culture japonaise et mondiale. Pour tout le monde! Je plaisantais au début en disant que j'aimais la série parce que j'étais gay, mais avec ses personnages plantureux, son fanservice, ses monstres design très cool et ses passages plus sombres, Sailor Moon a réussi à plaire à quelques garçons également. Oui, c'est girly, c'est rempli de cœurs, d'étoiles, de pétales de fleurs, mais la plupart des attaques des gardiennes donnent un grand sentiment de puissance, et certaines, comme Makoto, n'hésitent pas à y aller à coups de tatane également. Mais surtout, bien que limité par un rythme de production effréné de un épisode par semaine, et les techniques des années 90, la série avait de la gueule. En termes d'animation, c'est tout de même très bon pour une série hebdomadaire de 24 minutes. C'est parfois un peu figé et saccadé, mais c'est tout de même diablement dynamique, avec certaines animations particulièrement détaillées, comme celle où Rei congédie son grand-père de la main, ou quand cette gamine sort de la baignoire par surprise. Faut dire que, surtout dans la première saison, il trichait à mort en remplissant au moins 3 minutes avec le générique de 1 minute 30, une séquence qui annonce l'histoire de l'épisode à venir de 30 secondes, puis le résumé du concept et de l'histoire jusque-là, pendant 30 secondes également, et enfin un titre. En incluant le générique de fin et les écrans annonçant la coupure pub, ça fait quand même 4 minutes de moins à animer sur 24, grâce à des animations réutilisées. Par la suite, le résumé du concept disparaîtra, mais la série pourra toujours compter sur les séquences de transformation et d'attaque pour réduire la quantité d'animation à produire, qu'elle répète à chaque épisode, économisant ainsi quelques secondes voire minutes, ce qui, économiquement et en termes de temps de travail, n'est pas négligeable. Chaque seconde compte en animation, et les secondes gagnées ici permettaient de mettre plus d'attention et de détails sur les secondes les plus importantes du récit. Mais ces séquences sont aussi la force de la série. En règle générale, elle est donc assez classique pour l'animation de l'époque, jouant souvent sur des plans fixes et des panoramiques, et dans les premières saisons du moins, certaines pauses sont tenues assez longtemps, sans pour autant être assez fixes pour paraître fainéant. Mais les séquences de transformation et d'attaque sont un plaisir pour les yeux, remplis d'effets flashy et surtout de mouvements de caméra fluides et dynamiques qui ont probablement inspiré Matrix, tournant autour des personnages, zoomant et dézoomant, et de plus en plus riches en détails à mesure que les saisons évoluent. Regardez le nombre de plumes à la fin de cette attaque. Avec un tel spectacle, je peux vous dire qu'on était presque déçus quand il raccourcissait ces séquences, qu'on attendait impatiemment à chaque épisode. On reviendra sur les évolutions de l'animation en abordant les autres saisons, mais il ne faut pas négliger le style assez charmant de la série. Tous les fonds sont réalisés avec des aquarelles, un style qui se fait trop rare aujourd'hui, où le style penche généralement vers le réaliste et les choses définies, concrètes. L'aspect rushé de la production les a poussés à avoir ce style qui passe bien même quand il est un peu grossier, et qui donne un aspect à la fois détaillé et dépouillé, particulièrement charmant, et un côté doux, délicat, féminin à cette série de femmes pour femmes. Enfin, filles. Certains passages plus intenses sont dessinés au fusain ou au marqueur, permettant là aussi de respecter les besoins de production rapide des épisodes sans perdre en qualité artistique. Mais surtout, Sailor Moon n'hésite pas à déborder de couleurs, pas forcément réalistes d'ailleurs, comme ces nuits de bleu, vert et rose, et en parlant de rose, il est présent absolument partout. Bien sûr, c'est une série pour filles, mais je me lasse jamais de voir comment ils introduisent du rose dans absolument tous les décors, que ça fasse sens ou pas, sans jamais que ça paraisse incongru ou trop girly. Ça fait partie intégrante du charme et du style de la série, et je le dis sans rougir, je n'oublierai jamais ces levers ou couchers de soleil rosés. Et les séries suivantes n'iront presque qu'en s'améliorant, qu'on parle de l'animation ou du scénario. Je vais donc revenir sur les saisons 3, 4 et 5, et ce que j'aime dedans, et parfois ce que je n'aime pas, pour mieux vous expliquer à quel point la saison 2 a raté le coche. En saison 3, on a l'histoire horrifique, sombre et tragique de Hotaru, Olivia en VF, une enfant chétive et maladive dont le corps est possédé par un démon, les deux étant si faibles qu'on a des scènes glauques où elle s'exprime grâce à une machine,
et qui marque l'arrivée du mouvement gothique, Hotaru étant toujours vêtue de noir et mélancolique, tout en étant une pure gonzesse. Regardez ça, c'est bien un truc de meuf ça, sa chambre a 36 000 lampes et pourtant tu vois que dalle. On a aussi un des groupes de méchants les plus fun et avec le plus de personnalité de la série, les Deathbusters, ou Conquérants de l'Abîme en VF, qui proposent un des disciples les plus loufoques, jouant sur le cliché du savant fou qui à la fois développe des graines démoniaques, les Diamonds, qui peuvent s'associer avec tout et n'importe quoi pour en faire des monstres designs originaux, et genre littéralement tout et n'importe quoi, il y a un épisode où une des vassales met tout ce qui lui passe par la main dans le four à ennemi. Et à la fois à des scènes absurdes où son expérience se révèle n'être qu'un café, ou bien où il joue à Twister avec ses vassales, les Witches 5. Celles-ci passent leur temps à se planter des couteaux dans le dos, créant ce sketch hilarant où elles deviennent les Witches 4, Witches 3, etc. Et on a surtout 7 méchantes, iconiques pour porter le nom de... Cyprine! Cyprine! Non mais c'est pas ça, c'est une pierre précieuse qui s'appelle la cyprine. Laisse nourrir! La série devient aussi un peu plus originale dans la gestion de ses gimmicks de narration, certains épisodes pouvant commencer sur l'élimination d'un ennemi par exemple, ou ils peuvent arriver plus tôt, plus tard, ça devient moins rigide quoi. De même pour l'animation qui propose beaucoup moins de moments figés ou de grands silences pour occuper les 24 minutes d'épisode, grâce à un gros step-up dans la qualité de l'animation proposant beaucoup plus de mouvements. Tout est démesurément cool dans cette saison. Les méchants doivent extraire des cœurs purs pour trouver des artefacts sacrés, et l'une des vassales les extrait avec un canon. Ça se voit aussi dans les différentes attaques, comme celle de Sailor Moon, qui est une des plus cool de la série, mais surtout avec les attaques des 3 guerrières du système solaire externe, Sailor Pluton, Setsuna, ou Séverine en VF, à l'époque on considérait encore que Pluton était une planète, qui est la gardienne du temps et a une des attaques avec le nom le plus cool. Sailor Neptune, Michiru ou Mylène en VF, une étudiante et violoniste de génie. Et surtout l'attaque la plus cool et puissante de toutes, celle de Sailor Uranus, Haruka ou Frédéric en VF. Ces nouvelles Sailors sont l'incarnation de la classe, en partie parce qu'elles challengent pas mal de conventions. Haruka, comme Makoto, est comparée à un homme régulièrement, mais bien plus que notre Sailor Jupiter puisqu'elle décide carrément de s'habiller avec l'uniforme des garçons de son école, est une sportive de haut niveau dans des sports de mecs comme la course automobile ou la moto, et dans une relation amoureuse avec... Michiru. Car en effet, une série basée sur l'amour sans limite ne pouvait que proposer des relations homosexuelles, et après le couple gay formé par les méchants Zoisit et Kunzit dans la première saison, les deux guerrières nous offrent la première relation lesbienne de la série. Autant dire que les versions anglaises ou françaises ont tout fait pour camoufler ça au possible. Zoisit et Kunzit ont été catégorisés comme des frères en version française, et dans le doublage anglais, ils ont changé le genre de Zoisit pour en faire une femme et transformé la relation en relation hétéro. Et pour Haruka et Michiru, c'est l'inverse. La version française a changé le genre de Haruka comme étant un homme, avec une voix masculine quand elle n'est pas en costume, et ce prénom mixte qu'est Frédéric, pour en faire une relation hétéro, et la version anglaise en a fait un lien familial, les rendant cousines. Tout en gardant les échanges assez tendres, ce qui rend le truc un peu incestueux. Mais apparemment, valait mieux l'inceste potentiel que l'homosexualité certaine à l'époque. Christine Boutin approuve certainement. Petit détail, les saisons de Sailor Moon ont chacune des noms. La saison 2 s'appelait Sailor Moon Air, pour je ne sais quelle raison. Je crois que c'est lié au retour ou à la résurrection des héroïnes après le combat de fin de la saison 1, mais ça pourrait être lié à romance également. Et la saison 3 s'appelle Sailor Moon S, le S signifiant super, ce qui, prononcé en japonais, donne l'impression hilarante que chaque écran d'entracte fait la promotion d'une soupe. La saison 4, quant à elle, a été très problématiquement nommée Sailor Moon SS.
Ce qui nous donne une série pour petites filles venues du Japon, alliée de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle Sailor Moon SS. Du coup, ils ont réglé le problème en la nommant Sailor Moon Super S, ce qui ne fait que mettre en avant que la série s'appelle donc en entier Sailor Moon Super Super. Ce qui n'est pas super. Certains disent qu'en fait c'est Supers, au pluriel, mais la série est quand même toujours nommée Super S ou SS un peu partout dans le monde, et le logo fait toujours ressortir le double S. Faut pas être doué quand même, après Sailor Moon R et S, Sailor Moon T était juste là. Qu'est-ce qui vous a fait le T, les japonais? Vous aimez bien le T en principe? Oui, oh ça va, j'étais obligé de la faire, hein. Sailor Moon SS, donc, propose comme ennemi le cirque de la Lune Noire, Dead Moon Circus, avec Nehelenia à sa tête, Zirconia en disciple, et 2 groupes de vassaux, le trio Amazon, 3 hommes créés à partir d'animaux de cirque, et le Quatuor Amazon, 4 jeunes filles dont l'histoire propose un twist que je ne révélerai pas ici, mais qui est très cool, tout cela camouflé sous la forme d'un cirque, proposant donc une musique très entraînante. Ils sont à la recherche d'un cristal d'or protégé par Pégase, un cheval ailé, résidant dans le rêve d'une petite fille, sur laquelle on viendra dans quelques minutes, mais il faut parler 2 secondes de sa romance bien étrange avec un cheval. Pourtant, Greta Gerwig m'avait bien affirmé que c'était les hommes qui étaient fascinés par les chevaux dans son Barbie. Peut-être aux USA à cause des cow-boys, hein, mais dans le reste du monde, c'est les filles qui sont fascinées par les chevaux et les poneys. Alors certes, il sera révélé plus tard que Pégase a en réalité une apparence humaine et n'est un cheval que dans le monde des rêves, n'empêche que la gamine, elle le connaît que sous sa forme de cheval, et c'est comme ça qu'elle a un crush. Il y a même une scène où elle se met en pyjama et t'as le cheval qui rougit, c'est vraiment space. La saison propose des méchants fun et grandiloquents du fait de leur rôle d'artistes de cirque, et queer, car si 2 sont clairement des hommes et se chargent des missions qui concernent les femmes, l'un d'eux est genré de façon très féminine, et pourtant bien un homme, qui s'occupe des missions concernant des hommes et les jeunes garçons. しなやかに伸び始めたばかりのツヤツヤした手足、この年頃の少年だけが持ってる美味しさよ。年下も生きるなんて。Allô police? L'occasion de signaler que la série grandit avec ses spectatrices, puisque plus les jeunes filles approcheront de leurs 18 ans, plus on abordera de relations plus adultes, comme dans l'épisode où Minako a un double rencard simultané avec 2 mecs, 2 méchants d'ailleurs, mais aussi diverses métaphores sexuelles. Pour trouver Pégase, ils utilisent un miroir dans lequel ils pénètrent de force pour observer les rêves de leurs victimes, une agression doublement intime, et rendue particulièrement explicite lors de cet épisode, bien que certains traitent ça de façon plus potache. En revanche, cette saison surjoue un peu trop l'engueulade entre cette fameuse gamine et Usagi autour de Mamoru, et si vous la regardez en japonais, il y a une faute de prononciation qui m'a rendu absolument dingue au point de systématiquement passer le nom de cette attaque tellement elle me crispe. Parce que cette gamine a une attaque qui s'appelle Twinkle Yell. Et pour je ne sais quelle raison, elle dit toujours Twinkle L. C'est pas comme si le son yo était inhabituel en japonais, enfin! Même dans le remake moderne, qui a corrigé plein de choses, elle dit toujours L. C'est Yell, espèce d'imbécile! Yell! 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 Espèce de... La dernière saison n'est jamais sortie en France, l'arrêt du Club Dorothée, l'émission qui diffusait la série, et le bannissement quasi total des séries japonaises qui a suivi grâce à cette chère Ségolène Royal, ayant coïncidé avec cette dernière saison, rendant sa diffusion impossible. Quelque part c'est tant mieux parce que la censure de la VF serait devenue folle vu les thèmes et scènes matures que contient cette saison. Sailor Moon Sailor Stars propose en effet, outre un épisode où il est implicitement fait mention d'un film porno, et un autre où Usagi est persuadé qu'un gars en boîte de nuit veut coucher avec elle, une scène, dès le début, avec Usagi qui dit à Mamoru qu'elle est prête à se faire élargir l'horizon. Et juste après, alors qu'il va partir faire ses études aux États-Unis, on assiste à la mort pure et simple de Mamoru,
et ce sera loin d'être la seule mort de la saison, croyez-moi. Elle démarre même avec le retour de l'ennemi de celle d'avant, Nehelenia, ramenée à la vie par la nouvelle méchante, qui va carrément torturer Sailor Moon. On l'a déjà vu en mode monstre, mais là c'est un être humain qui a ses mains autour de son cou, quoi, rendant la scène encore plus marquante. Et enfin, se termine sur l'image de la plume la plus phallique jamais dessinée, impliquant métaphoriquement, surtout après que la dernière scène soit sa demande en mariage par Mamoru, qu'Usagi démarre ici sa vie d'adulte. Et pour être honnête, c'est pas la meilleure saison. Les persos les plus importants en dehors de nos héroïnes sont un groupe de sailors venus d'une autre planète, les Sailor Stars, et elles sont assez insupportables. Déjà, elles se présentent sous la forme d'un groupe d'idoles masculines, ce qui fait qu'un épisode sur deux, on entend leur unique chanson qui est nullissime. Ensuite, elles font les fières et sont pédantes et prétentieuses, sous leur forme humaine avec Yaten qui est toujours condescendant avec tout le monde, mais surtout sous leur forme de Sailor en expliquant constamment à nos héroïnes qu'elles sont pas de taille face au nouvel ennemi de cette saison et qu'elles devraient les laisser gérer. Alors qu'elles-mêmes sont sur Terre parce qu'elles se sont faites laminer par ces méchants, donc elles sont pas de taille non plus. Et enfin, Mamoru ayant disparu au début de l'intrigue, l'une d'elles, Seiya, va tenter de draguer Usagi pendant toute la saison, et comme elle ressemble un petit peu à Mamoru, Usagi va un petit peu rentrer dans le truc, crachant donc sur la romance centrale de l'histoire alors que tous les spectateurs subissent l'ironie dramatique de savoir que le mec est mort. En plus, leurs costumes de dominatrice SM sont moches, et leurs pouvoirs sont même pas particulièrement impressionnants. Même si l'une d'elles a le nom d'attaque le plus drôle de toute la série. Mais le pompon, c'est quand même quand le trio, qui cherche sa princesse, a l'idée qu'elle a pu se réincarner dans ce nouveau personnage, la petite Chibi Chibi, car elle a avec elle le brûleur d'encens de leur princesse, et leur plan pour enquêter là-dessus, c'est d'attaquer une enfant dans un lieu public. Quel trio de sinistres Même leur aspect queer, passant clairement de corps d'homme à des corps de femme quand elles se transforment, ne les sauve pas. Tout ce qui les entoure est frustrant, comme le fait que Sailor Moon oublie qu'elle a appris que leur monde avait été détruit par les ennemis, ou ne le disent pas à ses amis, pendant la seconde moitié de la saison, ou que Seiya oublie qu'elle sait pertinemment que Usagi est Sailor Moon. Ce ne sont pas des persos totalement détestables non plus, mais à chaque fois qu'on appuie sur la romance avec Seiya ou leur misanthropie, on est presque heureux que Haruka et Michiru soient encore une fois des xénophobes enragés. Elles ont pour rôle de défendre la Terre des menaces venues de l'extérieur du système solaire, mais elles confondent ça avec le fait de croire que tout ce qui ne vient pas de notre système solaire est une menace, et elles laissent jamais la chance à un dialogue d'avoir lieu, faisant traîner l'intrigue très artificiellement, et pour des raisons assez détestables, alors qu'elles sont les personnages les plus cool en dehors de ça. Cela dit, les méchants sont aussi assez débiles pour faire traîner le scénario. Dans cette saison, les ennemis sont des guerrières Sailor, comme nos héroïnes, mais pervertis par le pouvoir du mal absolu, Chaos, l'entité d'où ont été issus tous les grands méchants des saisons précédentes, et sa disciple, la Sailor la plus puissante de la galaxie, Sailor Galaxia. Elle cherche des cristaux appelés les Star Seeds, qui renferment l'esprit et les pouvoirs les plus puissants de l'univers, et c'est avec eux qu'elle peut créer des Sailors maléfiques, puisqu'ils résident dans le cœur des guerrières Sailor. Et en dépit de tout ça, alors qu'elle est à la fin de sa conquête de l'univers, on passe 40 épisodes à voir les méchants chercher les cristaux dans tous les corps du monde, sauf des nanas qui s'identifient clairement comme des Sailors. Ils essayent de camoufler le truc avec le fait que les gens à qui on retire leur seed se transforment en monstres à Sailor, mais bon Dieu, elles ont les candidates idéales sous les yeux et elles essayent jamais de prendre leurs cristaux. Alors bon, l'intensité de l'ironie dramatique autour de la disparition de Mamoru, les histoires, les monstres et le fait que Chibi Chibi ne soit pas détestable sauve la saison, mais c'est franchement l'une des pires solutions de ces 5 saisons pour étendre artificiellement l'histoire. Mais pas la pire. Parce que là, on passe à la saison maudite de Sailor Moon, celle qui prend vraiment les petites filles qui la regardent pour des idiotes, la saison 2. Et au nom de la lune, je vais la punir. Je le dis tout de suite, le problème de cette saison, c'est son histoire. La façon de l'étendre est idiote, mais même dans le manga et les remakes, c'est toujours la saison la plus horrible des 5. Et comme il faut aborder l'histoire, je vous préviens, je vais tout spoiler comme un sagouin. Et franchement, je considère que je vous rends service en faisant ça, puisque je vous évite de la regarder. Ça commence pourtant bien avec un de mes arcs préférés, celui de l'arbre Makai, ou Arbre des Ténèbres en VF.
C'est un arc exclusif à la série animée car Takeuchi n'avait pas encore sorti la suite de l'histoire quand la saison 2 est entrée en production, et ils ont eu besoin de combler. C'est un arc rapide, en 13 épisodes, dont les méchants principaux sont Aile et Anne, ou Alex et Annette en VF, deux aliens venus de l'espace grâce à un arbre qui sécrète une substance qui les maintient en vie. Ils utilisent des monstres issus d'un jeu de cartes pour rassembler l'énergie humaine et alimenter l'arbre, mais malgré tout, leurs efforts sont assez vains. Ils vont causer le réveil des Sailors, réincarnés sans souvenir ou pouvoir suite à la fin de la saison 1, et vont créer un carré amoureux, Aile et Anne étant censés être en couple, mais Aile ayant un crush sur Usagi, et Anne en ayant un sur Mamoru. L'arc a un côté très mélancolique, avec les seuls méchants un peu troubles de la saga, ne cherchant pas la domination ou le pouvoir, mais simplement à subsister. Anne va régulièrement avoir des crises à cause de son manque d'énergie, et la conclusion de l'histoire sera un mélange de tragique et de romantique assez bien dosé. J'aime beaucoup cet arc, et ça aide qu'il soit rapide dans des saisons d'une 40aine d'épisodes. Aussi, petit truc rapide, comme ça arrivera également dans d'autres saisons, les autres guerrières gagnent de nouvelles attaques dans cette saison, et celle de Sailor Mars est à mon sens une des meilleures. Mais ensuite, la saison commence l'arc des méchants les plus stupides de toute la saga, le clan de la Lune Noire. Une bande d'idiots avec à leur tête le prince Diamant, un disciple, bien qu'il se croie son chef, du vieil homme, Wiseman dans la version japonaise et anglaise, comprenant sous ses ordres son frère Saphir et deux subalternes, Émeraude, qui est tellement vaine qu'elle crée des statues à son effigie pour accomplir ses plans, j'adore, et Ruby, ou Robin, parce que la VF a apparemment pas compris le délire des noms inspirés de Pierre Précieuse, qui a sous ses ordres les sœurs Fantôme, Pets, Calavera, Berthier et Kohan, ou Perrine, Célimène, Bérénice et Carole. Alors que ça devrait être Petsite, Calavérite, Berthierite et Kermésite. Vous voulez savoir à quel point ils sont idiots? Ils sont même pas fichus de choisir un nom. C'est le clan Black Moon, donc Lune Noire, de la Dark Moon, la Lune Sombre. Comme si Takeuchi avait soit pas réussi à choisir entre les deux, soit fait une erreur de continuité en confondant noir et sombre et redconné le truc en disant qu'un clan appartenait à l'autre. S'ils viennent de la Lune Sombre, pourquoi s'appeler le clan Lune Noire et pas simplement le clan Lune Sombre? Les deux veulent dire quasiment la même chose. Et le pire dans tout ça, ils viennent même pas d'une lune! Ils viennent de la planète Némésis, aussi connue sous le nom de planète X, qui est une 10e planète, à l'époque de la série, 9e aujourd'hui, dont on suppose l'existence au-delà de la 2e ceinture d'astéroïdes, là où se trouve Pluton, pour expliquer la configuration bizarre de cette partie du système solaire. Et c'est d'autant plus frustrant que, du coup, ils gâchent les deux noms pour le cirque de la saison 4. Ils viennent bien d'une lune, soit la face cachée de la nôtre, soit un petit astéroïde qui tournait autour de notre lune, ça dépend des interprétations. Et ils auraient donc infiniment plus mérité de s'appeler Black ou Dark Moon. Bien qu'ils aient bien été traduits en cirque de la Lune Noire en VF, ils s'appellent Dead Moon ou Lune Morte en VO. Bon, petit truc à noter, dans la version japonaise, ils prononcent l'un en japonais, Ankoku no Tsuki, et l'autre en anglais, Black Moon. Donc les deux noms peuvent être équivalents, mais la traduction la plus proche serait tout de même du clan de la Lune Noire, venu de la Lune Sombre, ce qui semble tout de même un gros pléonasme. C'est ça, Mitsu? Oui, c'est ça. Merci. Outre le fait qu'ils soient trop stupides pour pouvoir se mettre d'accord sur leur nom, leur plan est un des plus idiots également. Vous voyez, le clan Black Moon vient du futur, l'an 3000 pour être exact. À leur époque, ils ont envahi la Terre et la cité futuriste de Crystal Tokyo, ou la ville de Cristal en VF, qui n'est autre que le futur royaume Millennium que Sailor Moon va créer avec Mamoru, et sur lequel elle règne puisque les Sailors sont immortels, ou en tout cas, vivent extrêmement longtemps, à peu près 1000 ans. Et ils ont si bien fait leur attaque que la seule chose qu'ont pu faire les guerrières Sailor, c'est créer une barrière autour de la ville pour la protéger. La fille de Sailor Moon, parce que oui, cette gamine, c'est sa fille, et on y revient, sa fille, s'est échappée en voyageant au XXe siècle avec le cristal d'argent, et c'est elle qu'ils viennent chercher pour la tuer et détruire le cristal d'argent qui empêche leur cristal noir d'atteindre sa pleine puissance. Mais ayant du mal à la localiser, ils ont un autre plan, pervertir les points cardinaux de la barrière des Sailors avec leur maléfique cristal noir, pour que la cité du futur devienne prenable, voire n'existe jamais. Et c'est stupide pour une simple raison, s'ils ont été aussi efficaces contre une cité futuriste protégée par de la magie, pourquoi ils font pas simplement la même chose au XXe siècle? Ils peuvent même totalement éviter la résistance de la Sailor Moon contemporaine en envahissant le monde avant leur renaissance, voire avant leur naissance dans la saison 1. Ils peuvent faire venir leur vaisseau entier, leurs armes sont dévastatrices, et ils pourraient récupérer le cristal d'argent en un rien de temps.
Ou s'ils envahissent avant la saison 1, le cristal d'argent n'existera même pas pour leur résister. C'est totalement idiot de se contenter d'envoyer quelques monstres pour accomplir leur mission. Ils peuvent éliminer une fourmi avec un bazooka et ils lui envoient des pucerons. Et venez pas me dire que c'est un problème pour rendre la série épisodique et étirer l'histoire, c'est le même problème dans le manga. Cela dit, leur plan resterait idiot puisque quand leur histoire sera révélée, on expliquera que le clan de la Lune Noire existe parce que Sailor Moon y a banni des habitants du royaume dédiés à la magie noire. Donc modifier leur passé impliquerait de modifier leur futur également. Donc ouais, ils sont vraiment idiots. Mais maintenant, il faut passer à Chibi Yusa. Le premier épisode de l'arc de la Lune Noire est donc marqué par l'arrivée au XXe siècle de la future fille de Sailor Moon, que sa mère, dans un élan de créativité dont seules les familles royales ont le secret, a nommé exactement comme elle, Usagi. Étant plus petite, les personnages décident donc de la surnommer Chibi Usagi ou Chibi Yusa, Chibi signifiant petite personne, bébé ou enfant. Ils l'ont appelée Camille en VF. Et Chibi Yusa est un personnage que je déteste au plus profond de moi. Et allez pas croire que c'est parce que je suis adulte, je la détestais tout autant quand j'étais un gamin de 10 ans. Chibi Yusa est la définition de la petite peste qui ne pense qu'à elle. Elle s'améliorera un tout petit peu par la suite, mais ils vont aussi surjouer le côté oedipien qui veut que les petites filles soient amoureuses de leur papa jusqu'à ce que, à l'adolescence, elle tue le père. La scène où elle apparaît, elle commence directement par embrasser son futur père sur la bouche. Elle et Usagi vont ainsi passer leur temps à se battre pour son attention et se disputer comme deux sœurs, ce qui aura pour effet de rendre leur relation, et donc le rapport à Chibi Yusa, particulièrement irritant. Et la série le dénoncera jamais vraiment frontalement, trouvant ça supposément hilarant, et jouant dessus au point où Usagi s'imagine vraiment que son mec pourrait être plus attiré par cette gamine de 8 ans que par elle. もしかしてマモちゃん、私よりちびうさを好きになったんでしょ。バカなこと言うなよ。そうね。 Si c'était le cas, il y a une autre raison de détester Mamoru Usagi. Et encore, ils ont édulcoré le truc pour la série, parce que dans le manga et le remake, elle le voudra carrément pour elle après avoir été pervertie par le cristal noir. ずーっと独り占めしたかったの。私だけのもの。 Ma chère enfant, ce serait une grande faute que d'épouser votre père. Mais pourquoi a-t-elle décidé de revenir dans le passé, provoquant tout cela? Eh bien parce qu'elle souhaite demander l'aide de la Sailor Moon de l'époque pour sauver sa mère et ou récupérer son cristal d'argent, seul moyen de la sortir du coma et du cercueil de cristal qui la protège. Et là commencent à arriver les incohérences, ou pire, les points qui rendent le personnage détestable. D'une, si elle a besoin du cristal d'argent du passé, c'est tout simplement parce que celui du futur, elle l'a volé. Et par un affreux jeu du sort, ou une horrible faiblesse d'écriture, ça la fait disparaître pile poil au moment où le clan Lune Noire de la Lune Sombre a attaqué, empêchant sa mère d'utiliser ses pleins pouvoirs pour combattre l'envahisseur, causant donc la chute de son royaume et son époque. Et cette de grosse va refaire la même chose au XXe siècle. Parce qu'elle n'a pas été fichue de comprendre sa leçon, cette de. Et devinez quoi? À cause d'elle, Sailor Moon ne peut pas se transformer, et les autres Sailors sont kidnappés par le clan Lune Noire. Et le pire, c'est que pendant qu'elle fait ça, elle a le culot de reprocher à Usagi tous les travers dont elle est la totale incarnation. だいたいウサギなんかこのブローチを持つ資格なんてないじゃない。身勝手で無責任でわがままで。 Mais une paire de baffes, bon sang de bonsoir! Une paire de baffes! Ça me fait drôle d'essayer de pas jurer pour le sketch de la musique. Crevant Dieu de bon Dieu! En plus, pour permettre cette histoire, ils font oublier sa broche à Usagi, ce qu'elle n'a jamais fait et ne refera jamais, et là tout le monde lui tombe dessus. Mais quand c'est Chibi Yusa qui la vole, mais non, voyons, t'as rien fait de mal, on comprend! De deux, et ça montre le degré méprisable de stupidité de la gamine, elle revient dans le passé parce que son père lui racontait les histoires où sa mère, Sailor Moon, qui a le même nom qu'elle, Usagi, se battait contre les forces du mal avec ses amis. Et elle veut donc lui demander de l'aide pour sauver sa mère. Mais tenez-vous bien, non seulement elle va mettre une dizaine d'épisodes avant d'expliciter sa demande, mais elle est même pas fichue de reconnaître sa mère, cette... Sa mère qui n'a pas changé d'apparence, qui a cette coiffure unique, qui a le même nom qu'elle, et elle est pas fichue de la reconnaître! お待ちなさい。あなたは誰？ Elle est surprise même quand elle apprend que Usagi est Sailor Moon!
Pourtant, elle sait qu'elle a le cristal d'argent. Elle lui demande quand elle lui dit son nom. Mais à quel degré de stupidité on en est à ce niveau? あんたが月のウサギなら持ってるわよね、銀髄章を。さあ早く渡しなさい。 D'un côté, elle sait qu'elle a le cristal d'argent, mais de l'autre, elle sait pas que c'est Sailor Moon et sa mère. Ça n'a aucun sens! Ok, c'était sans doute pour étirer l'histoire, mais ils l'ont fait de la pire façon possible. Elle met 5 épisodes à dire qu'elle veut que Sailor Moon sauve sa mère, et une quinzaine à expliquer concrètement d'où elle vient et quel est le problème. Le reste du temps, elle vit juste sa meilleure vie en squattant chez Usagi. Ce qui est bien malsain aussi, ça. Elle hypnotise toute sa famille pour leur faire croire que c'est leur cousine. Ok, faut bien qu'elle vive quelque part, mais manipuler les souvenirs et émotions de toute une famille? C'est terrifiant quand même! À peu près autant que de viser Usagi avec un flingue quand elle débarque pour exiger le cristal d'argent. Je vous parle pas du clash dans une série rose bonbon comme celle-là. Ok, c'est un faux, mais enfin quand même. Usago! These are the eyes of a psychopath. Et vous allez peut-être me dire qu'elle est jeune et qu'elle sait pas ce qu'elle fait, mais dans le manga et le remake sorti récemment, ils ont ajouté une info qu'ils ont fait exprès de retirer dans l'anime des années 90. ああ見えても900歳なんだ。 900歳? Ouais 900 ans. C'est pour ça qu'elle a un délire sur le fait de grandir que les méchants exploitent pour en faire Black Lady la méchante finale. Elle est un peu comme Claudia dans Entretien avec un vampire, une âme adulte coincée dans un corps d'enfant. Donc ça excuse encore moins son comportement quand tu sais ça. Mais Chibi-Yusa n'est pas le seul personnage détestable de cette saison 2. Mamoru aussi est particulièrement stupide. Du coup je vais appeler Bourdu dans cette section, parce que c'est tout ce qu'il mérite. Lorsque Bourdu rentre en contact avec Chibi-Yusa, il est assailli de visions du futur qui lui sont envoyées par son futur lui montrant le sort de Sailor Moon et l'avertissant que s'il épouse Sailor Moon, il causera sa perte. De fait, Bourdu joue les bourrus et décide alors de rejeter Usagi, voire carrément de la ghoster, refusant catégoriquement de lui parler. Mais sans jamais lui expliquer pourquoi. Du coup, la pauvre, elle part en dépression totale, rejetée par l'amoureux qu'elle pensait avoir retrouvé en début de saison après qu'ils aient recouvré leur mémoire, et sans comprendre ce qu'il peut bien lui reprocher. Les seules explications qu'il donnera seront cruelles et vagues. 私は弱い女の子は嫌いだ。さらばだ。私たちを結びつけていた運命の赤い糸は断ち切れたのだ。Il faut le dire clairement, c'est une attitude de trou du... Surtout que ne rien dire est le meilleur moyen pour que la nana s'obsède et persiste, alors que s'il lui avait expliqué, ce qu'il mettra une vingtaine d'épisodes à faire, ils auraient pu en discuter et le dilemme aurait été encore plus intéressant. Ils s'aimeraient mais ne pourraient pas être ensemble, auraient peur de ce qui arriverait s'ils étaient ensemble, et devraient donc tous les deux réfréner leurs élans amoureux. Ce serait infiniment plus sympa à suivre et romantique, quasi un Roméo et Juliette niveau tragédie, au lieu d'avoir cette situation idiote et cette absence de communication. Mais attendez, il y a pire, parce qu'il n'y a pas que le Bourdu contemporain qui est idiot, il y a aussi sa version future. Parce que vous avez vu tout le résumé de l'histoire, et les problèmes du XXe siècle n'ont rien à voir avec le fait que Usagi et Bourdu soient mariés. À moins que l'objectif du futur Bourdu soit de se débarrasser de sa fille, et je ne pourrais que soutenir cette volonté, dire au Bourdu du présent de ne surtout pas se marier ou se mettre en couple avec Usagi n'a absolument aucun sens. Pire, ça mettra en danger l'existence de ce futur en général. Mais le pompon, c'est quand même que quand ils arrivent dans le futur, et que Bourdu du futur explique au Bourdu du passé qu'il lui a envoyé cet avertissement, il lui dit que c'était pour... tester l'amour qu'il se porte, le mettre à l'épreuve et s'assurer qu'il soit assez uni pour affronter le danger. Oh, well, you failed miserably! Quant à cette révélation, ça rend la réaction de Bourdu encore plus atroce et idiote, parce qu'au final, ça n'a servi qu'à prouver que non, leur amour n'est pas à l'épreuve du feu. Au moindre coup de vent, le mec va tout ficher en l'air et larguer cette pauvre Usagi sans même une explication. Bravo Naoko Takeuchi, très réussi la romance. Cela dit, il faudrait plutôt accuser les scénaristes de l'adaptation, parce que tout ça, c'est uniquement dans la série animée. Pourquoi l'avoir ajouté si c'était pour aussi mal le gérer? Et puis, pour finir, la fin de cet acte est remplie d'absurdités. Mention spéciale à la scène où Bourdu sort un deltaplane de nulle part pour venir à la rescousse d'Usagi, un visuel qui ne manque pas de sel. Mais en plus, tout ce que les épisodes présentent est faux pour créer une tension artificielle. Et ça, c'est dans le manga, l'anime des années 90 et le remake. Quand elles arrivent dans le futur, Pluton leur explique qu'elle est là pour garder la porte du temps et qu'elle ne peut pas quitter son poste. Elle va quitter son poste. Quand elles partent vers le futur, elles doivent traverser un couloir en se tenant par la main, ce qu'elles n'auront pas à faire pour le trajet retour et n'ont pas fait dans l'épisode précédent où elles se sont rendues dans le futur, car si elles lâchent, elles seront perdues dans le temps.
elles vont lâcher et ne seront pas perdues dans le temps. Et enfin, ça donnera lieu à ce moment qui ne manquera pas de renouveler votre haine pour Chibi-Yusa, le moment où elle songe sérieusement à volontairement lâcher la main de Sailor Moon, la condamnant supposément à errer dans l'éternité, alors qu'elle a failli tuer ses amis, a volé son cristal, est venue dans le passé spécifiquement pour la chercher, et doute juste qu'elle soit assez mature pour l'aider. Elle qui a fait preuve de puérilité pendant tout le long du récit. Sale petite. 今の私はセーラームーンに頼るしかそれしかないんだから。 Mais, comme je l'ai dit, si la saison 2 est difficile à suivre pour ses scénarios forcés, la stupidité de Bourdu et Chibi-Yusa, ou celle des méchants, dans l'ensemble, je pense que vous passerez de bons moments face à Sailor Moon. Faut juste pas la binger, hein, c'est fait pour être picoré jour après jour. C'est une série révolutionnaire qui a donné ses lettres de noblesse au genre du Magical Girl, souvent copiée mais jamais égalée. Pas même par son propre remake qui, suivant plus fidèlement les mangas, a quelques problèmes de narration un peu expédiés, limitant le développement et l'attachement aux personnages, de structures un peu répétitives pour les 4 films qui couvrent les 2 derniers actes de l'histoire, et des designs assez anguleux et filiformes, plus proches du style de Takeuchi, mais qui rendent assez moche en animation, surtout dans ces horribles séquences de transformation en 2,5D, la 2D faite à partir de modèles 3D, qui, outre les proportions dégueulasses qu'elles donnent aux membres des personnages, sont une insulte aux séquences si belles et riches en détails qu'un animé hebdomadaire des années 90 avec moins de budget par épisode arrivait à sortir. Heureusement, ils ont corrigé ça dans les films. En parlant de films, il y en a aussi eu plusieurs à l'époque de la série des années 90, un par saison à l'exception de la toute dernière, qui exploitent les concepts de façon légèrement différente au niveau des designs, ennemis et scénarios, et aussi une série live-action kitschissime que je n'ai jamais osé essayer, où Luna est incarnée par... une peluche. Ouais, c'est méga cheap. Depuis, on m'a parlé de plusieurs séries dont le succès serait censé rivaliser avec celui de Sailor Moon, y compris Madoka Magica, qui est plus sombre et où les personnages meurent, et une qui en est à plusieurs dizaines de saisons. Faut dire qu'elle triche puisque chaque saison est indépendante et présente de nouveaux personnages, mais la preuve qu'elles n'ont jamais atteint le même niveau, c'est qu'il faut m'apprendre qu'elles existent. Les seules exceptions seraient Miraculous, série française mais coproduite par le Japon avec la Toei, qui avait produit Sailor Moon, et animée en Corée, mais je sais pas, le fait que ce soit français me l'a fait plus catégoriser dans les super-héros que les Magical Girls, qui est plus japonais, bien qu'elle en reprenne les codes, notamment avec les séquences de transformation, et bien sûr le déjà évoqué K-pop Demon Hunters coréen, qui cela dit manque un peu de magie. Sailor Moon, tout le monde connaît, sa marque est indélébile, et son héroïne restera à jamais dans le cœur de tous ceux et toutes celles qui l'ont accompagnée dans ses aventures. Prenez soin de vous, regardez des films ou des séries, et comme dirait Sailor Moon, la lumière de la lune est un message d'amour. Ciao. Bref, ça c'était le casting, mais quoi ? Le nom le plus vieille France du monde. Personne ne s'appelle comme ça, à part en le prénom. Mais honnêtement, la répétitivité n'est... Mais honnêtement, l'originalité n'était pas vraiment le... La répétition venait avec cette idée de reproduire notre vie quotidienne. Notre vie de tous les jours. Mais surtout, bien que limité par un rythme de production effréné d'un épisode par jour... Merde. Mais apparemment, valait mieux l'inceste potentiel que l'homosexualité certaine à l'époque. Cheveux dans les yeux. Mais maintenant... C'est vraiment relou cette mèche. Est-ce que tu penses qu'on le fait une deuxième fois ou on peut le faire une deuxième fois. Sache que le zebra, pour la netteté, se fait sur ta raie des fesses. Là, t'as plus la silhouette. Là, c'est toi. Là maintenant, on va continuer. Tu devrais relever le caleçon de façon à ce qu'on voit pas les bords du caleçon sur le côté. J'avais pas remarqué. Je l'ai vu à l'instant quand tu tournais, c'est pour ça. Je suis vraiment sexy. Ah